Gwaruka, bakenyezi, bashingantahe, barundi twese. Ibidukikije nibwo buzima bwacu. Niwavyirengagiza, vyovyo ntibizokwirengagiza. Ikiganiro twiteye ibidukikije mugitegurirwa na Radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mpfunyapfunyo. Bienvenue encore une fois, chers auditeurs et auditrices de la radio Kazoza FM, vous qui êtes à l'écoute de notre émission Twitter Ibidukikije. C'est une émission qui traite des questions écologiques et environnementales. Twitter Ibidukikije, c'est une émission de débat qui donne de la parole aux différents partenaires, la population, des organes étatiques ainsi que c'est de la société civile pour décortiquer l'état des lieux de la protection de l'environnement au Burundi. Et au Burundi, quand on parle de l'environnement, plus d'un va entendre exactement le parc national de la Kibira, une richesse inégalable de la part de sa diversité en flore et en faune qui donne au pays une place de choix dans la conservation des zones vertes. Ce parc connaît aussi un passé unique sur le plan culturel et historique, ce qui suscite même des recherches anthropologiques et historiques pour bien découvrir sa place de choix dans l'histoire politique de notre pays. Et aujourd'hui, des efforts de la part des autorités du pays et de ses partenaires se multiplient pour revêtir ce parc, pas seulement de sa verdure, mais aussi pour faire connaître ce patrimoine culturel aux nouvelles générations. Et aujourd'hui, notre émission Twitter Ibidukikije va traiter cet aspect historique et culturel et son rapport pour la protection et la conservation de la Kibira avec le thème « Le lien entre la culture et la conservation de la nature ». Pour savoir de plus en rapport avec ce sujet, nous avons dans nos studios des invités, c'est-à-dire ces trois experts dans le domaine du patrimoine culturel, mais aussi un membre de la société civile dans la protection de la nature et l'environnement. Premièrement, nous sommes avec Aminadab Habonimana, il est chercheur en même temps anthropologue. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Rectification, c'est Habyarimana Aminadab. Habyarimana Aminadab. Il est anthropologue, peut-être qu'il va nous dire en plus en rapport avec le patrimoine culturel de la Kibira. On va essayer. Deuxièmement, nous sommes avec Frilo Joya. Voilà. Elle représente l'ONG Kids of Katiopa. Oui, Kioka. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. L'autre invité, c'est Léonidas Nzigima. Il est de l'ONG 3C. Peut-être c'est pour la conservation de la nature. Conservation et communauté de changement. Conservation, communauté de changement. Peut-être pourriez-vous approcher le micro, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà, il est aussi le bienvenu dans nos studios. À la présentation, c'est Ale Muhigwe et... Nous sommes avec la cabine technique, c'est Billy Ngabire, Patrick Ngeramihigo, il est côté des images. Nous vous souhaitons les bienvenus dans notre émission. Mais avant d'entrer dans les détails de notre émission, on va vous faire ce petit reportage que nous avons fait sur la Kibira. Beaucoup plus sur son passé historique et culturel que moi-même j'ai réalisé pour vous. Créé le 12 décembre 1933 par l'ordonnance des Rwanda-Urundi, le parc national de la Kibira était établi comme une réserve forestière de la crête Congo-Nil. Comme toutes les aires protégées, le parc de la Kibira a été institutionnalisé par le décret-loi numéro 1/6 du 3 mars 1980. Il s'étend de Bugarama au sud jusqu'à la frontière avec le Rwanda au nord sur une longueur de plus ou moins 80 km et une largeur moyenne de 8 km. Sa superficie est d'environ 40 000 hectares. Il rejoint ensuite la forêt de Nyungwe au Rwanda voisin. Il s'étend sur les provinces Muramvya, Kayanza, Chibitoke et Bubanza à une altitude moyenne variant entre 1600 et 2600 mètres. Le parc national de la Kibira est une forêt afro-montagnarde composée de 3 zones forestières encore intactes et d'un écosystème très diversifié. Cette aire protégée
d'une biodiversité très riche et variée, est un site naturel dans lequel on trouve des milliers d'espèces de faune et de flore très diversifiées et dont beaucoup d'entre elles sont endémiques. On y trouve également des insectes, des primates, des oiseaux, des reptiles et de grands mammifères. Dans ce parc national de la Kibira, on y trouve également des plantes comestibles et médicinales. Aux abords de la forêt, il existe des déserts thermales dénommés Amahoro, Amashuha, et c'est un lieu qui est fréquenté pour ses bienfaits thérapeutiques. Avec des repères historico-culturels, le parc naturel de la Kibira est un monument historique par excellence. De ces différents sites, ayant fait objet d'études et recherches pour contribution à ce passé glorieux de la dynastie burundaise. La Kibira, un foyer de repos des anciens monarques du Burundi, comme le témoigne cet administrateur de la commune Muruta, une commune environnante de la Kibira, qui nous retrace un peu de son passé historique. Dans cette commune, comme les historiens nous ont appris que c'est là où on enterrait les rois, il y a 3 tombeaux des rois les plus puissants. Le premier c'est Ntare Rugamba. Son tombeau est sur la colline Muganza. Celui d'Omwezi Gisabo est roi aussi connu de notre pays et sur la colline Remera. Et celui de Mutaga Mbikije sur la colline Mutana. Il y a aussi une tombe d'un combattant très puissant de notre pays qui s'appelait Kirima, qui est également sur l'une des collines frontalières de la Kibira. En réalité, c'est un bon endroit. La Kibira dispose également des avantages historico-culturels, spirituels, recréatifs et esthétiques. Entre autres, la grotte Inangulire, un temple de culte kubandois ouvert au public pour entrer en contact avec tout Dieu. Les chutes de Mhongora, présentées comme le domaine des esprits bienfaiteurs avec une puissance thérapeutique, et les eaux thermales réputées d'une puissance de guérir les maladies. Dans le souci du projet, Kibira, sanctuaire de paix et de la conservation de la nature, un volet très crucial et unique, c'est la prise en compte de son passé culturel et sa matérialisation pour des fins touristiques a été planifiée, comme le souligne Cyprien Ndikumana, le coordinateur de Communities of Hope, une ONG qui pilote ce projet. Nous avons constaté que la Kibira dure beaucoup d'années, des siècles et des siècles. Donc, la Kibira possède beaucoup de choses que nos enfants ne connaissent pas. Nous allons créer une école culturelle, là où des personnes pourront faire des documentaires sur la Kibira. Il s'agit donc d'une innovation, car il n'y a aucun projet qui a été réalisé sur ça. Donc, la Kibira possède son histoire. Signalons que la Kibira est aussi placée au centre du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, d'où cette richesse nécessite une protection et une conservation. Voilà pour ce petit reportage qui a été réalisé en marge de ce sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui. Alors, Aminadab, je vais commencer par vous. Vous êtes chercheur, vous êtes anthropologue. Il y aurait quelques ajouts sur, je dirais, la valeur historique de la Kibira qui a été présentée dans ce reportage. Y aurait-il quelque chose à ajouter qu'on n'a pas dit? Bon, franchement parlant, j'ai cru que quand vous avez préparé le reportage, peut-être vous avez eu accès à nos données parce que vous avez presque fait le contour de tout ce que nous avons tâté comme les lieux, les sites les plus importants de la Kibira. Oui, peut-être des éléments historico-culturels que vous n'avez pas touchés, c'est comme la forêt de Musigati qui a été emblématique. Voilà, peut-être on va y arriver. Mais ma première question envers vous également, quel est le lien entre la forêt et l'homme? Quel est cet lien d'interdépendance entre les deux? Parce qu'on a déjà dit que l'homme possède une culture. Est-ce que cette culture peut être retracée par une forêt comme la Kibira ici au Burundi? Oui, en anthropologie de l'environnement, surtout, nous retrouvons l'homme qui conjugue avec son environnement. Quand l'homme est placé dans un environnement où il y a de la forêt, où il y a de la savane, où il y a dans le désert, il doit s'adapter et il tisse des relations intimes avec cette forêt qui s'influencent mutuellement, l'homme et la forêt. Et l'homme, dans sa culture, on retrouve des éléments
qui font savoir que l'homme en question doit habiter près de la forêt. Et dans cette forêt même, on y trouve des traces anthropiques qui font penser à la présence de l'homme dans les alentours. Donc il y a une sorte de relation entre l'homme et l'environnement, la nature qui l'entoure, où on observe une sorte d'influence mutuelle. Merci beaucoup. Nous allons poser la deuxième question à Joy. Pourquoi la Kibira exactement? Est-ce que la Kibira, pour vous, connaît-elle un héritage culturel particulier d'après les recherches que vous avez menées dans le projet? Oui, bien sûr. Je pense pas qu'on peut penser la préservation de l'environnement sans penser à la culture qui va avec. Comme Aminadab l'a dit, quand on a une forêt qui est millénaire, forcément, il y a beaucoup de choses qui se sont tissées entre les hommes et la forêt. C'est pas une forêt qui est vierge, c'est une forêt qui a toujours été habitée, traversée par des personnes. C'était un lieu très important au niveau spirituel. On découvre des contes, des histoires, des chants, vraiment des endroits sacrés, beaucoup de choses comme ça. Donc les deux vont ensemble, et nous on pense aussi que prendre conscience de cette richesse, de ce patrimoine culturel qui est là, ça va encore plus inciter les gens à prendre conscience de la valeur de la forêt et de l'importance de la préserver. Donc très souvent les choses sont faites, d'un côté il y a la culture, d'un côté il y a l'environnement, et ce qui est assez innovant dans ce projet, c'est de vouloir vraiment lier et connecter les deux en disant on veut sauver la forêt mais on veut aussi sauver la culture, parce que par exemple moi mon grand-père est burundais mais ne vient pas d'une des provinces qui est traversée par la Kibira. Quand je venais au Burundi avant, personne ne me parlait de la Kibira. C'est à peine si je connaissais l'existence de cette forêt et de tout le patrimoine justement culturel, spirituel qui était lié. Et je pense que c'est le cas de énormément de jeunes Burundais. S'ils n'ont pas grandi dans les zones proches de la forêt, il y a une déconnexion un peu avec cette partie-là du pays. Nous allons vous retrouver peut-être pour la deuxième question. Mais pour la troisième question, nous allons à M. Léonidas. Des fois, des associations dans la protection de l'environnement, des fois, vous vous contentez beaucoup plus sur la verdure. Est-ce qu'il y a-t-il un besoin de protéger aussi l'héritage culturel d'un parc naturel comme la Kibira? Je pense que je vais rectifier. Ce que vous dites n'est pas correct. Nous ne concentrons pas nos efforts sur la verdure. Je dis des fois. Ok, je continue. Parce que vous ne pouvez pas parler de la biodiversité sans parler des communautés. Mais beaucoup plus des fois, c'est planter les arbres. L'homme a toujours vécu, l'homme, comme personne humaine, a toujours vécu avec cette biodiversité. Il y a une interconnexion et il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, si nous parlons spécifiquement du parc national de la Kibira, il y a une interconnexion entre les communautés locales, riveraines et le parc national de la Kibira. Et dans votre documentaire, j'ai souligné un point que vous n'avez pas relevé et qui est très important. C'est cette connexion entre le parc national de la Kibira et le peuple autochtone Batois. C'est une interconnexion très, très forte, une relation très forte et que personne ne peut négliger si il compte améliorer l'efficacité de gestion du parc national de la Kibira. Donc, peut-être on le parlait vendredi passé. Donc il y a cette interdépendance forte. Les exemples sont nombreux. Presque toutes les espèces végétales du parc de la Kibira et d'autres aires protégées d'ailleurs portent des noms vernaculaires. Et ces noms vernaculaires, ces noms indigènes, en fait, portent sur la croyance, les utilisations, la prière, etc. Beaucoup d'aspects. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a la Kibira, c'est parce qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes pour protéger cette Kibira. Et tout dépend, en fait, de leur culture. Et la disparition de la biodiversité, l'érosion, la dégradation de la biodiversité va de pair avec la dégradation et l'érosion de notre culture. Donc, perte de toutes parts. Voilà ce que je vais... Mais comme le coordinateur l'avait dit, c'était au mois de février, il avait dit que c'est pour le moment où les gens commencent à s'intéresser beaucoup plus à l'aspect culturel de la Kibira, mais auparavant, c'était pas le cas. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas que la Kibira présente un héritage culturel qui est derrière.
Non, les gens savaient, mais C'était pas urgent, quoi. c'était pas si valorisé. Parce que ça fait une vingtaine d'années que j'ai été conservateur de ce parc pendant 4 ans, et je sais que j'ai toujours composé avec les communautés. Et j'ai travaillé avec les organisations locales. C'était pas tellement structuré parce qu'on n'avait pas les moyens. C'était pendant la guerre. Mais j'ai composé avec les communautés. Et j'ai travaillé avec les groupements de Batois et de Kayavé et d'autres groupements de Batois. J'ai travaillé avec les associations féminines qui sont basées à Bugarama. Et à ce moment-là, je n'avais pas, personnellement, je n'avais pas d'appui financier. Mais j'ai sauvé beaucoup de portions de ce parc grâce à la collaboration avec les communautés locales. Donc, j'ai noté franchement cette prise de conscience. Mais dans beaucoup de cas, nous reprochons aux populations qu'elles ne sont pas conscientes, que dans leur entendement, elles voudraient détruire tout ce qui est forêt pour que ça soit remplacé par les cultures et les foyers. Mais ce n'est pas vrai. Je me rappelle le combat que nous avons mené pour sauver la partie sud, l'extrême sud du parc de la Kibira à Bugarama. C'était avec des femmes. On n'avait pas d'arbres, mais on a pu récupérer cet espace-là, plus de 300 hectares. J'ai mené un combat avec les groupements de Batois et d'Okayave, Arguegura, pour arrêter le sillage illégal. Et là, il n'y avait pas, je n'avais même pas la moindre motivation à donner à ces groupements. Mais il y avait cette fierté, cette prise de conscience qu'il faut que, coûte que coûte, sauver le parc de la Kibira, compte tenu de sa richesse biologique. Merci beaucoup. Peut-être que mon confrère Nixon aurait aussi d'autres questions à vous poser. Oui, je vais poser la question à Madame Joy. Est-ce que vous pouvez nous parler exactement de votre projet dans le souci de conserver le passé culturel de la Kibira, mais aussi pour attirer des touristes, rendre vivante cette réalité culturelle en tout? Oui, donc nous, on a une association, une entreprise qui s'appelle Kioka et on a été chargé de cette dimension culturelle. Après, moi, je suis absolument pas experte de cette question. C'était plutôt la vision générale de comment diffuser du patrimoine culturel que je viens apporter. Et puis tous les contenus, ce sont les Burundais et les experts et les spécialistes burundais qui l'apportent. Donc on a commencé par 6 mois de collectage uniquement, à aller dans la forêt, à aller interroger les personnes. Et comme monsieur l'a très très bien souligné, les Batois ont vraiment un rôle, ça c'est vraiment la chose que je retire de ces 6 mois de collectage, c'est le rôle des Batois dans la préservation de ce patrimoine culturel et à quel point on ressent que c'est important pour eux, que c'est une fierté. Ils peuvent pas vous laisser aller seuls dans certaines places, ils vous accompagnent, ils vous expliquent, ils pratiquent les rituels qu'il faut pratiquer. Il y a beaucoup de respect pour eux envers ces lieux et vraiment plusieurs fois je me suis dit mais si les Batois n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on aurait encore, qu'est-ce qu'on saurait encore, qui serait là pour protéger ces lieux-là. Et c'est très dommage parce qu'aux yeux de beaucoup, il y a beaucoup de gens qui voient les Batois comme une menace pour la Kibira, comme ceux qui vont dans la Kibira, qui chassent, qui déforestent, qui coupent les arbres, etc. Alors qu'en fait, ce sont vraiment les premiers à préserver. Et c'est vrai que parfois, il y a ces phénomènes-là qui s'observent aussi, mais c'est une question de survie matérielle, où parfois, il faut aller chercher des ressources dans la forêt parce que sinon, on ne les a pas pour prendre soin de sa famille. Mais dans l'amour qu'ils portent à cette forêt et dans le respect qu'ils ont pour cette forêt, c'est vraiment la chose qui m'a le plus impressionnée. Donc maintenant, on a récolté une petite partie parce que franchement, ce travail de collectage, il pourrait durer encore des années et des années. Malheureusement, le budget n'est pas extensible à l'infini, mais on espère vraiment que dans les différentes phases du projet, on pourra à chaque fois prévoir à nouveau une phase de collectage pour pouvoir rencontrer les personnes parce qu'on a dû se concentrer sur certaines zones et on se rend bien compte qu'il y a d'autres zones où il y aurait d'autres personnes et d'autres informations à aller chercher. C'est un peu un travail qui n'est jamais terminé en fait, mais qui était vraiment passionnant au niveau aussi de ce qu'on a découvert par rapport à la pharmacopée. Il y a une richesse et des connaissances qui sont vraiment énormes. Moi-même, j'en ai fait l'expérience en me faisant soigner d'une maladie qu'on me disait chronique ici à Bujumbura et pour laquelle je n'ai plus rien du tout depuis que je suis allée voir une praticienne traditionnelle de ces médecines-là. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément et intimement et à cette richesse aussi. Et maintenant, notre travail, ça va vraiment être la diffusion au maximum de tous les savoirs, de toutes les informations qu'on a pu trouver. Et pour ça, on va utiliser plein de canaux différents. Il y a la radio, bien sûr, il y a des vidéos, il y a Internet, mais il y a aussi, par exemple...
beaucoup de contes traditionnels qui sont très très riches et très 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 développés qu'on a pu recueillir. Et par exemple, pour le moment, on travaille sur un projet de bande dessinée où il y a 3 bandes dessinées qui sont en cours de création avec ces contes, avec aussi des liens pour pouvoir aller écouter les chansons qui sont associées. C'est un partenariat avec Bibliothèques sans frontières, donc ils vont dans les écoles à l'intérieur du pays, ils vont rencontrer les enfants un peu partout. Ça, c'est une des choses. On voudrait organiser des tournées de contes où en même temps, on vient raconter des contes traditionnels et partager ce savoir culturel, et on profite de l'attention qu'on peut susciter pour aussi passer des messages importants sur la préservation de la forêt. Et puis il y a évidemment sur le site dans le secteur Guégura un lieu qui j'espère sera bientôt ouvert et qu'on veut vraiment utiliser comme une école culturelle où les artistes aussi même d'ailleurs dans le pays peuvent venir passer du temps pour s'inspirer, pour apprendre, pour créer, pour avoir envie peut-être de créer des pièces de théâtre qui sont reliées à ce patrimoine-là, d'écrire des livres, etc. C'est quelque chose qui nous semble important pour former la population locale à des techniques artistiques, artisanales, et bien sûr aussi pour être un centre touristique parce qu'il y a un énorme potentiel touristique dans la Kibira, et notamment par exemple le secteur Guégura où on était. Ça est un peu plus développé du côté Teza, Bugarama. Du côté Guégura, il y a très très peu de choses qui se font au niveau touristique, et pourtant il y a un très gros potentiel, beaucoup de choses à visiter, à voir. Donc voilà, la formation des guides, tout ça, c'est des choses... Ça s'étale sur des années, évidemment, comme vision, mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Merci. Mais d'après ce que vous avez collecté comme information sur Terre, pourquoi la forêt de la Kibira était considérée comme un lieu sacré? On considérait que c'était vraiment la demeure d'Imana, et on le voit encore aujourd'hui. C'est surprenant les premières fois où on s'y rend et où des gens disent maintenant on va retourner au Burundi. Donc ils considèrent que quand on est dans la Kibira, on est dans un territoire à part entière qui a vraiment une identité propre et qui n'est pas exactement comme le reste du pays, comme le reste du Burundi. C'est la Kibira, c'est la demeure d'Imana, et je pense que quand un lieu est considéré comme sacré comme cela, on ne peut pas y faire n'importe quoi, on ne peut pas venir abattre la moitié de la forêt, extraire certaines richesses qu'on pourrait y trouver, etc. Parce que c'est d'abord un lieu spirituel, tout comme on ne va pas aller détruire ou brûler une église. C'est la même mentalité qu'ont ces personnes envers la Kibira, et je pense que c'est ça qu'il faut retrouver pour améliorer la préservation de la forêt. Ok. Mais revenons à M. Leonidas. Vous avez travaillé beaucoup dans les forêts, notamment la forêt de Bururi, je pense. Et il y a des personnes qui disent qu'il y a des parties de la forêt de la Kibira qui possédaient des qualités magiques. Qu'en dites-vous? Oui, il y a des zones sacrées. Et là, je dirais que c'est dans toutes les forêts du Burundi. Et dans les sites, dans les patrimoines naturels, il y a des zones qui sont sacrées. Et je vous donnerai un exemple de la grotte qui se trouve au niveau des chutes de Karela, Karela 1. C'est une grotte magique sacrée et qui est vénérée. Beaucoup de gens partent de très loin, viennent de très loin. Certains à la recherche des enfants, d'autres à la recherche de la richesse, et je ne sais pas quoi encore. Donc, c'est pour vous montrer et c'est pour vous dire combien la forêt elle est très importante dans la vie des Burundais. Et moi, j'aime le dire, s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de forêt, il n'y a plus d'âme. Donc la perte en fait de notre patrimoine forestier, c'est en partie une perte de notre âme. Et c'est pour cette raison qu'on doit faire des efforts. Oui, il y a beaucoup de richesses culturelles au niveau du parc national et de la Kibira, mais il y en a un peu partout. Et c'est impressionnant. Et c'est une ressource, c'est une richesse encore cachée et pas valorisée à sa juste valeur, malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de transmettre ces réalités culturelles, même historiques, à nos générations naissantes aujourd'hui? Je pense que nous sommes dans une époque où il y a la technologie, où il y a davantage de prise de conscience, où il y a davantage d'intellectuels, où il y a davantage d'universités, où il y a davantage d'écoles, où nous avons une grande jeunesse. Et 60% de la population burundaise est constituée par des jeunes. Et je pense que cette jeunesse, elle est ouverte à ce genre de message. Et ça, c'est très important. C'est le moment à jamais de valoriser cette culture pour la préservation de la biodiversité. Peut-être à la fin de l'émission, on pourra peut-être énumérer quelques suggestions pour que ces messages soient beaucoup plus
envoyer à quiconque qui pourrait sauver cette nature. Aussi, du point de vue de la recherche, est-ce facile de collecter toutes ces informations culturelles et historiques alors que des fois, les détenteurs de ces informations n'ont pas été à l'école? Là, je dis l'exigence d'un travail de recherche qui nécessite, je dirais, ou bien qui passe par l'oralité. Oui, dans une communauté à tradition orale, la connaissance n'est pas nécessairement détenue par quelqu'un qui a fait l'école. Et d'ailleurs, tout le gros des informations ou des données que nous les recueillons plutôt auprès de ces personnes qui n'ont pas fait l'école, ces personnes âgées qui sont des témoins privilégiés de l'histoire, et surtout les personnes âgées. Mais le problème qui s'observe plutôt, c'est que ces personnes passent d'année en année. Le malheur fait que alors on ne peut plus retrouver ces informations précieuses, sinon les personnes privilégiées qui sont des témoins oculaires et auriculaires, des témoins du lieu sont ces personnes-là qui ont toujours gardé contact avec le milieu naturel. Est-ce que ces informateurs ont cette soif de transmettre cette information à vous les rechercheurs, oui, à vous les chercheurs? Oui, c'est pas toujours le cas, mais tout dépend de comment vous les approchez. Parce que nous savons en matière de croyances, des fois on a des réticences de donner l'info. Il y a des techniques de conduire, de mener des enquêtes socio-anthropologiques. Il faut quand même amener l'informateur à se sentir à l'aise pour pouvoir vous parler de ce qu'il n'aurait pas parlé à quelqu'un d'autre qui n'a pas su gérer le contact. En continuant, M. Amnadab, vous êtes chercheur anthropologue. Quelles sont les relations socio-culturelles qui devraient pousser la population à passer sur la protection de la nature et en général de la Kibira? Les raisons qui devraient pousser l'homme à protéger la nature, c'est que, comme M. Ronidas l'a dit, en écologie, il y a une symbiose entre l'homme et la nature. En fait, l'un vit il dépend de l'autre. En fait, il y a une dépendance mutuelle. Donc, si l'homme n'entretient pas ou bien ne protège pas l'environnement, il sera lui aussi en difficulté à un moment donné. Et l'environnement aussi, mais je ne dirais pas qu'elle a des limites pour ne pas encrocher sur l'espace humain, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y va toujours à l'avantage de l'homme de protéger l'environnement, parce qu'il se retourne vers l'environnement. C'est là où, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est là où l'homme trouve du bois de chauffage, le bois de construction, les plantes à usage multifonctionnel, usage culinaire, usage alimentaire, usage thérapeutique, comme Joy l'évoquait il y a quelques instants, surtout parce que la pharmacopée, c'est quelque chose de très développé dans les zones environnant des forêts comme la Kibira. Merci. Mais si cette question, vous venez de parler sur des avantages, par exemple des bois de sauvage, de chauffage et d'autres choses comme ça. Nous pouvons passer à M. Ronidas. Est-ce qu'il y a des activités que nous pourrons dire culturelles, mais qui peuvent être considérées comme sources de destruction des forêts, de la Kibira, par exemple, la recherche de ces plantes médicinales, de ces bois, je ne sais pas. Comment faire pour assurer une relation symbiotique entre la Kibira et la population? Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de créer une situation gagnant-gagnant. À la faveur de la biodiversité et d'autres ressources naturelles du parc, et à la faveur des communautés locales. Et cela est possible. Il y a moyen, parce que, en fait, qui dit parc national, dit c'est un espace naturel ouvert aux communautés, ouvert aux populations pour divers usages, la récréation, le tourisme, etc. Par exemple, le parc national de la Kibira, c'est une destination touristique importante sur le plan culturel. Il est ouvert. Et il y a moyen de promouvoir cet aspect-là et pour le bénéfice de la biodiversité et des communautés et créer une situation gagnant-gagnant. Les populations se porteront volontaires pour préserver la Kibira
et d'autres écosystèmes naturels quand ils y trouvent leur compte. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, les Batois vivant autour de la Kibira dépendent pratiquement des bambous. La coupe des bambous, aller vendre, gagner 2000 francs, 3000 francs, acheter du haricot et de la farine, et puis faire la même chose après et après. Donc, c'est un cercle qui n'en finit pas. Il y a moyen d'asseoir une gestion durable de cette ressource et autoriser une exploitation rationnelle de ces bambous sans les mettre en danger. Et montrer comment ces communautés peuvent gagner plus. Non pas en vendant les fagots là, mais en transformant ces bambous en objets d'art. Et cela est possible. Et miser sur les objets d'art qui reflètent notre culture. Ça, c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure du tourisme culturel. Le Burundi offre plusieurs opportunités à valoriser ce secteur-là. Nous ne pouvons pas nous comparer au Kenya et à la Tanzanie sur le plan tourisme, d'observation des grands mammifères. On n'en a plus. Mais nous pouvons miser, nous pouvons développer. Mais quand même, on a entendu qu'il y a beaucoup plus de sortes d'animaux. Il y a des animaux, j'en conviens. Il y a des animaux, il y a des chimpanzés, il y a des oiseaux, il y a d'autres espèces de primates. Il y en a. Mais qu'est-ce qui est le plus attractif? Et ça, c'est très important. Parce que nous devons développer les spécificités. Voilà. Nous avons qui ne sont pas trouvées ailleurs. Des spécificités et des unicités. C'est ce caractère sacré du parc national de la Kibira. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est cette richesse traditionnelle détenue par les communautés, vivant en symbiose avec son patrimoine naturel. Et ça, c'est un créneau très important à exploiter, à valoriser. Ça va passer par où? Par l'éducation, par la communication, par la sensibilisation et par l'initiation des activités qui intéressent vraiment ces communautés à prendre le devant dans la protection de ce patrimoine. Est-ce que la plaidoirie qui est faite pour la conservation de cet aspect culturel est-elle suffisante au Burundi? Non, non, pas du tout. Alors quel est ce danger qui est là si cet aspect culturel de la Kibira ne serait pas garanti dans notre pays? Nous ne communiquons pas assez sur notre richesse, malheureusement. C'est pour cette raison que le secteur touristique est en veilleuse dans notre pays. Le secteur est au point mort, alors qu'on a énormément de potentialités touristiques. Nous avons parlé de toute cette richesse touristique que regorge le parc national de la Kibira et d'autres sites naturels du Burundi tels que les monuments de l'Est, les failles de Nyakazu et les chutes de Karera qui sont dans la région de Ngoma, très riches. C'est vraiment un laboratoire pour les anthropologues. Et ça, c'est pas suffisamment communiqué. Les gens ne savent pas. C'est pas quand vous cherchez une documentation sur ça, vous n'en trouvez pas. Quelques lignes peut-être. Voilà. Je vais vous donner des exemples. Et sur divers sites où on affiche avec les écrans plans et les écrans géants, combien de fois est-ce que vous sont affichés cette richesse touristique que regorge le parc national de la Kibira? Rien. Je n'ai jamais vu d'image sur les chimpanzés. Peut-être que les gens n'en connaissent pas. Peut-être que les gens n'en connaissent pas. Oui, nous avons un joyau, c'est le lac Tanganyika avec ses belles plages. Vous comprenez, ça c'est spécifique. Mais des fois, c'est exhibé à tout le monde. Nous partageons le lac Tanganyika avec plusieurs pays. Mais les plus belles plages se trouvent au niveau du Burundi. Et ça, c'est une spécificité importante que nous n'exploitons pas suffisamment. Peut-être cet aspect touristique pour d'autres endroits ici au Burundi, on aura peut-être l'occasion pour y déguster. Pour Joy, j'ai une question. Avec ce que vous avez collecté, mais aussi ce que vous comptez faire, vous avez peut-être eu quelques soucis pour y arriver, pour peut-être aboutir à votre objectif principal? Non, je pense pas vraiment. Comme Aminadab l'a dit, c'est vraiment dans une manière d'approcher, de savoir ce qu'on cherche, les questions qu'on pose. Et comme il avait vraiment de l'expérience là-dedans, il a réussi à mettre les gens suffisamment à l'aise pour qu'ils puissent discuter et en parler et sentir qu'il n'y avait pas de jugement ou ce genre de choses. Après, comme je l'ai dit, c'est plutôt quelque chose qui doit se faire dans le temps parce qu'il faut qu'on entende parler de telle personne à tel endroit qui connaît des choses, qu'on la retrouve, qu'on puisse aller l'interroger
s'interroger, ça demande des moyens, ça demande du temps, parce que voilà, c'est pas juste prendre des livres, aller chercher une biographie, trouver des auteurs. C'est des personnes, comme vous l'avez dit, souvent qui sont pas allées à l'école. Donc c'est vraiment un travail de recherche sur le terrain. Donc j'ai pas trouvé que c'était vraiment des difficultés, mais plutôt une envie justement de continuer et de poursuivre. Et pour réagir à ce qui a été dit, c'est vrai, je pense que l'erreur qui a été faite dans énormément de pays africains, c'est qu'on a considéré qu'une fois qu'une aire était protégée, on devait sortir la population, sortir les gens de cette aire et qu'il n'y ait plus que des animaux et en restreindre Et les gardes des l'accès. forêts aussi. Et passe très souvent un accès touristique qui coûte très cher et qui prive la population locale d'accéder justement à ces endroits. Et nous, le défi qu'on a, c'est vraiment de penser les choses autrement et de vouloir intégrer les personnes. Et du coup, c'est ce qui est intéressant avec ce projet Kibira, c'est que si on fait la culture seule, on va pas très loin, l'environnement seul non plus. Tout ça, ça doit être lié aussi avec des activités génératrices de revenus, avec des solutions concrètes qu'on apporte, comme pour la question des bambous. Et par exemple, il y a des plantations de bambous qui sont créées où on voudrait que les gens puissent aller chercher les bambous dans ces plantations plutôt que d'aller les chercher dans la forêt. On aimerait faire des pépinières de plantes médicinales où les gens peuvent venir se former et chercher des plantes directement aussi pour limiter et que tout le monde n'aille pas chercher les ressources dans la forêt et qu'il y ait d'autres en bordure de forêt, des endroits où on peut aussi accéder à ces choses-là et les produire pour éviter que leur disparition, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on travaille, des pépinières d'arbres fruitiers, de champignons, pour apporter d'autres solutions à la population. On peut pas seulement venir leur taper sur les doigts en disant vous n'avez pas le droit de, mais s'ils n'ont pas le choix, ils vont toujours continuer à le faire. Donc vraiment chercher ensemble pour répondre à leurs besoins et éviter que ça se fasse. Et j'étais tout à fait d'accord, en tout cas, sur l'importance de la fierté qu'on doit avoir, l'envie de montrer ces choses, l'envie d'en parler, d'en être fier. C'est ça qui peut changer beaucoup de choses, de faire des vidéos, de les diffuser et que ça devienne normal pour tout le monde, que tous les Burundais. On parlait de la jeunesse qui a envie de connaître ça. Il y a beaucoup de jeunes qui se rendent compte qu'ils ont un manque, qu'on ne leur a pas transmis les contes, qu'on ne leur a pas appris ces choses-là et qui ont envie. Et je pense évidemment aux Burundais ici au Burundi, mais aussi à tous les jeunes des diasporas qui se disent le Burundi c'est mon pays, mais finalement qu'est-ce que je connais du Burundi? Pas grand-chose, et qui ont envie de venir dans des circuits touristiques où on va vraiment leur apprendre et où ils auront l'impression de découvrir leur culture et leur patrimoine. Peut-être on pourra vous rappeler que vous pouvez peut-être émettre des commentaires sur notre thème ou bien notre sujet. Vous pouvez les émettre à partir de notre numéro, c'est le 72 23 23 23, ou bien vous pouvez passer même des appels sur le 62 24 24 24. À la fin de l'émission, nous allons même vous poser des questions en rapport avec ce sujet. Peut-être quelques instants, nous allons revenir peut-être pour qu'est-ce qui doit être fait pour que cette richesse culturelle doit être matérialisée pour des fins touristiques, comme vous l'avez déjà dit, mais aussi pour que ce savoir que les Burundais avaient, ou bien ce passé culturel que Rugurujira Kibira soit transmis, je dirais, de génération en génération, pour que le Burundi ait cette identité culturelle à partir des aires protégées.
Peut-être nous acheminons vers la dernière phase de notre émission, mais la question qui doit être posée avec nos invités. Monsieur Leonidas, qu'est-ce qui doit être fait, je dirais, dans la législation Pas uniquement. Mais nous avons celui qui a un rôle garant pour la préservation de ce patrimoine culturel qui est dans ces aires protégées, comme la Kibira. Voilà. L'erreur que nous avons commise depuis longtemps, c'est de se focaliser uniquement sur la biodiversité et un tout petit peu oubliant l'homme qui a toujours vécu avec cette biodiversité. Je l'ai dit au début de l'émission. J'ai dit, oui, vous l'avez dit, mais vous avez dit la société civile. Voilà. Mais des fois... Non, la remarque, elle est générale. Ouais, c'est ça. Elle est même globale. C'est ça, en fait, l'erreur. Tout au départ. Ouais. On s'est focalisé sur la biodiversité, oubliant les communautés. Ça, c'est une erreur. Ça doit marcher de pair. On doit composer avec les deux, la biodiversité et les communautés. Et si on fait comme ça, on doit réussir. Alors, il y a plein de recommandations. Et je ne sais pas par quelles recommandations je dois commencer, mais comme je suis avec un chercheur, un anthropologue, je vais m'adresser à l'anthropologue, aux chercheurs. C'est important, il est urgent, il est plus que urgent de documenter cette richesse traditionnelle, les connaissances traditionnelles détenues par les uns et les autres autour de toutes les forêts du Burundi. Absolument. Et cette documentation jusqu'à présent n'existe pas et elle est en train et nous risquons de perdre énormément. Et je vais vous dire, les détenteurs de connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales, maintenant, ce sont des gens qui sont à un âge avancé. Ils sont en train de mourir. Et si vous n'agissez pas vite, ça veut dire que nous allons perdre énormément de choses. Savoir. Je vais vous dire, moi j'ai travaillé pendant à peu près 20 ans dans la gestion directe de la biodiversité. Eh bien, tout ce que je connais, je l'ai appris des communautés, je l'ai appris des Batois, je l'ai appris des paysannes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui savent l'utilisation, les usages socio-économiques des différentes espèces. C'est fantastique, avec les nœuds vernaculaires. Et en prenant ces nœuds vernaculaires, ça me permettait en fait d'arriver aux noms scientifiques de ces espèces-là. Ça, c'est une richesse impressionnante qu'il faut jalousement préserver. Et il faut agir vite. Je vais parler de la gouvernance. Il faut que la gouvernance de nos forêts et de nos aires protégées soit améliorée. Jusqu'à présent, la gouvernance de tout ce qui est parc national, c'est une gouvernance étatique par le gouvernement. Et on voit très bien que les communautés ne sont pas associées dans la prise de décision. Et ça, c'est une lacune immense. Il faut améliorer cet aspect-là et au niveau de la législation. Peut-être bientôt avec la mise en place des comités de protection de la Kibira. Il y a déjà des expériences, mais il faut que ces comités soient opérationnels. Voilà. Parce que partout et un peu partout, il y a eu mise en place des comités, mais qui restent inopérants. Comment faire en sorte que ces comités soient opérationnels et participent dans la prise de décision? Et ça, c'est très, très important. Et qu'il y ait une véritable collaboration. Exactement. Et pour terminer, nous sommes toujours focalisés sur la biodiversité avec quelques actions ponctuelles, parcellaires, sans beaucoup d'impact en faveur des communautés. On a toujours parlé des activités génératrices de revenus en faveur des communautés autour des aires protégées, autour des forêts. Mais quand vous regardez de plus près, c'est quoi? C'est tout juste une petite enveloppe de 2000 francs, et 2000 dollars, 5000 dollars, tout juste quelques chèvres. Est-ce que c'était ça la priorité? Et donc c'est important. C'est important de s'asseoir avec ces communautés, de comprendre quels sont leurs problèmes profonds. Alors, quels sont les voies et moyens d'apporter une partie de solutions? Parce qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes. Et je vais en finir. Je vais vous parler vraiment d'une approche qu'on a développée autour de la forêt de Bururi. C'était d'impliquer les Batois dans l'aménagement, dans la gestion de cette forêt.
on a créé une situation gagnante. Il y avait des motivations. Et on leur a appris à faire l'épargne et à utiliser cette épargne pour acheter de la terre. Parce que par d'autres moyens, cette communauté n'avait pas pu avoir de la terre. Et après, à se construire des maisons décentes. Donc, l'implication dans la protection de la biodiversité a amélioré leurs conditions de vie. Il faut que ces sites soient des moteurs de développement en valorisant ces aspects culturels et ces aspects biologiques et en donnant la parole et le pouvoir aux communautés à agir. Parce que ce ne sont pas des patrimoines de l'État, ce sont des patrimoines communautaire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Léonidas. Peut-être que vous aurez d'autres questions. Oui, c'est la dernière Peut-être, question. voilà, il nous reste quelques 3 minutes. Oui, cette dernière question à poser à Madame Joy. Vous allez créer une école culturelle. Ma question est de savoir quel est l'avantage de cette école. Est-ce qu'il va contribuer de la cohésion, dans le renforcement de la cohésion sociale et qui seront les bénéficiaires? Oui, bien sûr. Donc les bénéficiaires, ça sera déjà évidemment les populations locales où on va aller à leur rencontre directement dans leur village et sur leur colline, mais aussi leur faire connaître cet endroit en sachant que c'est un endroit où on peut avoir de la formation à l'artisanat. Je pense que c'est très important de remettre l'artisanat comme on en a déjà parlé, de revaloriser cela. Et par exemple, on a lancé une plantation de calebasse parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a des artisans, notamment ici à Bujumbura, qui fabriquent des objets d'art avec la calebasse qui sont très très beaux, des lampes, des boîtes, plein de choses comme ça, et qui n'arrivent plus à trouver des calebasses parce que c'est une chose qui est tellement traditionnelle dans le Burundi, on en a perdu l'usage et donc on ne voit plus l'intérêt de la cultiver, en tout cas à grande échelle. Et donc ça, c'est des choses qu'on voudrait remettre vraiment et montrer que avec des choses locales, traditionnelles, on peut créer de la nouveauté, de l'innovation et donc des sources de revenus. Et également, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de solution toute faite. On peut pas arriver quelque part et dire on va faire ça et ça va résoudre tous les problèmes. Il faut constamment discuter, essayer, échouer, recommencer autrement. Et c'est vraiment quelque chose qui se construit et pas quelque chose qui peut s'imposer. Déjà, la Kibira, comme on a déjà dit, ça présente des éléments suffisants qui montrent que c'est un monument historique et culturel. Qu'est-ce qui doit être fait pour garder ça? Comme il a déjà dit. Il vous a donné peut-être une recommandation de faire beaucoup plus des études de recherche pour sauver. J'allais plutôt le tranquilliser en ce qui concerne le savoir en pharmacopée traditionnelle. Moi, je suis déjà en train de faire une recherche qui couvrira la grande partie du pays sur la médecine traditionnelle et donc vous pouvez être rassuré dans les prochaines années vous aurez accès à des savoirs plus ou moins équilibrés région par région par rapport à cette médecine traditionnelle. Je voudrais plutôt revenir sur la notion de tourisme, la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et le développement du secteur touristique. Ici, pendant des années, on s'est beaucoup plus focalisé sur la protection, mais on a oublié la promotion. Donc, comme M. Ronidas l'évoquait... Comme je l'ai dit, là, est-ce qu'elle est effective, cette promotion, cette plaidoirie? Non, est-elle effective? elle n'est pas vraiment faite comme il faut, parce que les exemples qu'il a donnés, nous avons des écrans géants ici, même au rond-point. Est-ce que dans les écoles, dans les programmes des écoles? Oui, il n'y a pratiquement rien. Donc, il faudrait maintenant se focaliser beaucoup plus sur la promotion. Et je suis aussi enseignant du cours d'anthropologie, du tourisme et du patrimoine. Je vais essayer de me mettre... Voilà, merci beaucoup pour vos contributions. Peut-être avant de terminer notre émission, peut-être vous pourrez rappeler celui qui a gagné les points pour l'émission précédente. Et aussi, vous allez poser les questions en rapport avec le sujet. C'est dans 2 minutes seulement, nous allons mettre fin à notre émission. Oui, celui qui a gagné la question précédente, il s'appelle Bonheur. Domtanga, son téléphone c'est 69 82 90 66. Et aujourd'hui, quelles sont les questions qui sont au podium relativement à ce thème d'aujourd'hui? Relativement à notre thème d'aujourd'hui, il y a des questions qui sont préparées. Première question, en commune de Muruta, il y a 3 tombeaux royaux. Je pense que nos auditeurs pourront les citer. La deuxième question, il faut donner le mois et l'année correspondant à l'institutionnalisation du parc naturel de la Kibira. Voilà, vous avez déjà entendu. Alors, c'est 2 questions qui sont au podium pour ce numéro. C'est le 3e numéro. On va
proclamer la semaine prochaine celui qui aura gagné Oui. pour le troisième niveau. Et puis, on va condenser après 4 émissions. On va voir qui est le gagnant. Voilà, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Nous avions un thème, le lien entre la culture et la conservation de la kibira. Nous avions eu l'honneur d'accueillir 3 invités. Monsieur Havjaliman Aminadab, il est chercheur anthropologue. C'était le plaisir d'être avec vous ici dans nos studios. Merci beaucoup, le plaisir était partagé. Madame Joy de Kids of Katiopa. Kioka, c'est l'abréviation. Merci pour l'invitation. Peut-être même un autre jour, on vous invitera. Oui, avec plaisir. Et puis on aimerait beaucoup aussi faire venir des conteuses pour qu'elles partagent justement les contes qu'on a collectés. Donc si vous recherchez cela, je pense qu'on va encore collaborer Merci ensemble. encore une fois. Nous étions aussi avec Leonidas Nzegima. Lui aussi, il nous a beaucoup donné plus de contributions. C'était un plaisir d'être avec vous dans nos studios. C'était un plaisir partagé. Voilà, j'étais avec Habonimana Nexon. Il m'a aidé à préparer cette émission aussi, à la présenter. Et c'était un plaisir d'être avec vous. Peut-être pour bientôt, ça sera vendredi prochain.